vous étiez déjà aux côtés des sinistrés à la mi-juillet. Vous êtes revenu les voir. Quel est votre sentiment ? Alors au début, il y avait énormément de solidarité. Et puis petit à petit, on a tout de même découvert des gens qui étaient complètement démunis, qui vivaient dans la moisissure, qui étaient honteux d'aller demander de l'aide, d'aller chercher des repas. Et au fur et à mesure, on se rend compte que 3 mois après encore, ils sont complètement perdus. Et au niveau des assurances, ça a bougé ? Alors au niveau des assurances, il y a des gens qui ont touché, qui n'ont pas touché. Mais l'anecdote, c'est que quand on allait dans les rues, les gens nous posaient des questions, comme si on était des assureurs. Comment il faut faire? Qu'est-ce que c'est un contre-expert, un expert? Mais nous, on n'avait pas les réponses. Malgré tout, vous avez le sentiment que des choses ont bougé, ont évolué, au niveau des commerces par exemple? Alors au niveau des commerces, alors là c'est vraiment ville morte, ville fantôme pour certains villages, comme ici par exemple à Pepinster, il y a 99% des commerces qui sont fermés. Vous voulez aller chercher un sandwich, eh bien il faut faire 15 km. Également au niveau de Tilf, il y a 98% à peu près des commerces qui sont fermés, ça devient vraiment ville morte et il va falloir plusieurs années avant que les villes qui sont des villes touristiques ne se reconstruisent. Merci Anne-Catherine. Nous allons aussi nous poser une question importante ce soir. Aurait-on pu mieux anticiper ces inondations et éviter ainsi des conséquences aussi graves? Alain Vassen, vous avez enquêté, vous vous êtes concentré sur la vallée de la Vesdre. Pourquoi? Il ne faut évidemment pas oublier et nier ce qui s'est passé ailleurs en région wallonne, notamment sur l'Ourthe, ici à quelques kilomètres. Mais c'est clair que la Vesdre a été l'épicentre de la catastrophe pour une bonne raison, c'est que la plupart des gros orages qui se sont superposés aux pluies qui inondaient partout sont tombés sur la vallée de la Vesdre, ont transformé les ruisseaux, les rivières et la Vesdre elle-même en torrents. Les torrents, c'est ce qui arrache. Il y a eu énormément de choses charriées par la rivière, ce qui explique les énormes dégâts. Et donc la Vesdre a plus souffert que d'autres vallées, et ajouter à ça qu'à 15 km ici en amont, il y a le barrage d'Eupen et qu'il a concentré un certain nombre des attaques. Il fallait évidemment comprendre ce qui s'est passé là, et donc on s'est concentré sur la Vesdre. Alors vous allez vraiment décortiquer tout ce qui s'est passé la semaine du 12 juillet. C'était important vraiment d'aller dans le détail. Mais vous avez dû être frappé comme moi. Comme toujours, après une catastrophe ou une crise, on se dit où est le coupable, et on cherche celui ou celle qui aurait failli et qui serait la cause de tous nos maux. En réalité, on se doute bien que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Vous allez le voir d'ailleurs, il y a énormément de causes qui se sont malheureusement imbriquées les unes dans les autres. Et donc, on peut désigner un coupable et se dire, ben voilà, on est tranquille pour la prochaine fois, c'est extrêmement rassurant, on ne fera plus cette erreur-là et nous serons tranquilles. Mais ce ne serait pas tirer les leçons de la semaine qui s'est passé là à la mi-juillet, et on doit tirer les leçons parce que si c'est plus fréquent que ce qu'on croyait jusqu'ici, il faudra agir autrement. Une chose encore, Alain, certains ont dit ça n'a pas fonctionné comme prévu. C'est le cas? Rien n'a fonctionné idéalement. Pour une bonne raison. On a des plans de secours, des plans à activer en cas de crise. Et ils l'ont été. Mais tout est sous-dimensionné en quelque sorte par rapport à la catastrophe qu'on a subie. Vous allez le voir avec les bourgmestres. On courait à un endroit parce qu'il y avait besoin là, le temps d'arriver, il s'était passé autre chose ailleurs. Et donc, en réalité, moi j'ai été frappé par l'énergie déployée, par tous ceux qui étaient au premier rang et au deuxième rang en tout cas de l'action, jusqu'à la cellule provinciale liégeoise, mais ils ne le nient pas en coulisses. Pendant 24 heures, ça a été une forme de chaos, tant ce qui nous est tombé sur la tête en quelque sorte était inimaginable. Merci Alain. Avec vous donc et Alain Van Belleghem, nous allons revenir 3 mois en arrière. Le long de la vallée de la Vesdre, vous avez rencontré celles et ceux qui ont côtoyé au plus près ces inondations dévastatrices. Hans Balder-Avnit est géologue. À l'Université de Liège, il travaille sur les catastrophes naturelles dans des programmes internationaux. Ah, voilà. Là, on voit un exemple de gros cailloux, de gros graviers qui ont été charriés, transportés ou roulés plutôt sur le fond du lit de la Helle. Et ça, je ne me rappelle pas de l'avoir vu durant des inondations précédentes. Ça montre ici, encore une fois, que la Helle avait un régime torrentiel. Il habite Eupen. Eupen, c'est la première commune sur la vallée de la Vesdre, juste au pied du fameux barrage dont on va beaucoup parler.
Et la vallée de la Vesdre, avec ses affluents comme la Helle, où il nous a emmenés ce jour-là, il la connaît comme sa poche. 3 jours après les inondations de la mi-juillet, parce qu'il voulait comprendre, il y avait fait un tour d'exploration. Il faut s'imaginer qu'ici, tout ce bassin a été rempli d'eau jusque jeudi midi, jeudi après-midi. Hans Balderavnit en est convaincu. La sécheresse de ces dernières années a durci le sol des fagnes à faible profondeur. Les fagnes, c'est en surplomb de la Vesdre. Et pendant les orages, elles n'ont donc pas pu absorber, comme elles le font en temps normal, une large partie des pluies torrentielles. Toute l'eau a dévalé vers la vallée en quelques heures. Très probablement, il y a des couches de tourbe qui ont été tellement sèches qu'elles n'ont pas pu absorber l'eau de la pluie qui s'est tout de suite écoulée et a rejoint les ruisseaux et puis les rivières. Les 2 jours dramatiques sur la Vesdre, c'est le mercredi 14 et le jeudi 15 juillet. Mais nous commençons notre investigation au début de la semaine, parce que la première polémique qui a surgi visait les prévisions. On ne nous avait pas mis en garde, a-t-on entendu. Enquête faite, ce n'est pas si simple. Côté pluie d'abord. Le week-end, c'est vrai, un des scénarios météo internationaux était effectivement très alarmiste pour l'est de la Belgique. Jusqu'à 210 mm de pluie sont évoqués pour la semaine. C'est énorme. C'est ce qui tombe en général en 2 mois. L'IRM ne reprend pas ce chiffre tel quel. Il le pondère, comme il doit le faire, avec les autres modèles, plus modérés. Mais à 12h16 le lundi, il lance bien une alerte jaune, un appel à la vigilance pour les pluies de la semaine. Il pourrait tomber de 80 à 130 mm, voire 150 très localement. Ce sont donc bien des pluies très importantes qui sont annoncées pour la semaine. Et comme le modèle très alarmiste se met à jour toutes les 12 heures, l'IRM le guette. J'attends le mardi matin. À ce moment-là, on voit à nouveau que pas plus que 150 mm. Et donc, comme le modèle européen fait comme ça, donc d'abord 150, 210, 150 le mardi matin, à ce moment-là, on lance une alerte orange et on dit que localement, en province de Liège, 150 mm ou plus parce que, et pourquoi plus? Parce qu'il y a aussi prévision d'orages ou de fortes averses qui s'ajoutent aux pluies abondantes. Des pluies abondantes, plus des orages à certains endroits. Mais où? Pas moyen d'être un peu plus précis? Il nous fallait le vérifier. À 3 jours, c'est quand même fort difficile de faire une prévision précise. On peut faire une prévision, mais alors assortie d'incertitudes. Quand on a un gros anticyclone, par exemple, une prévision peut aller jusqu'à 1 semaine, voire même plus qu'1 semaine. Tellement c'est stable et tellement un anticyclone est tellement gros qu'il ne bouge pas et on sait que ça, c'est une prévision qui est facile à faire. Par contre, quand on a des petites dépressions, les prévisions deviennent beaucoup plus instables. Et donc, sur 2-3 jours, eh bien, les modèles peuvent diverger très fortement. Le mercredi matin, les choses se précisent pour les heures à venir. L'IRM durcit ses prévisions et à 9h22 lance l'alerte rouge pour les pluies. D'abondantes précipitations, surtout sur la moitié est du pays. Un niveau d'alerte rarissime. C'est la 3e fois seulement que l'IRM l'utilise depuis 17 ans qu'il existe. Mais cette alerte rouge n'est lancée que 12 heures avant les pluies annoncées. Et ça aussi, ça fait débat. Mais c'est la règle, admise dans plusieurs pays européens. C'est pour éviter de fausses alertes. Si on prend toujours le scénario pire, 48-60 heures à l'avance, ben on est à côté de la plaque pour 90% du temps. Donc pour la pluie, cette alerte rouge du mercredi matin est un signal très clair que c'est un événement exceptionnel. Tout à fait, tout à fait. Moi j'étais convaincu, vraiment convaincu, que tout le monde comprenait cela. Donc pour moi et pour tous mes collègues, une alerte rouge pluie, ben c'est le summum, hein, c'est le maximum.
Pourtant, sur le terrain, et nous le vérifierons partout, la gravité des alertes n'est pas passée. Peut-être parce que des millimètres de pluie, ça parle moins que des centimètres d'eau dans les rues. Philippe Gaudin est le bourgmestre de Pepinster. À mi-chemin de la vallée, au carrefour de la Hogne et de la Vesdre. Il fallait évidemment que les services nous donnent l'information en disant attention, certes il va y avoir 240 mm, mais les conséquences risquent d'être ça ou ça. Or, ce genre d'informations, on ne l'a pas. Si on en avait fait la traduction. Exactement, sur le terrain, voilà, exactement. Traduire les prévisions pluie en risque plus ou moins grave d'inondation. Ça, c'était le travail du service hydrologique de la région wallonne. Et là, ça va être beaucoup moins clair, en dépit du fait que le service hydro disposait bien des prévisions pluie détaillées et donc du scénario le plus alarmiste. Les spécialistes, comme les hydrologues et parfois d'autres spécialistes dans d'autres domaines qui utilisent nos prévisions, reçoivent 50 prévisions. Et là, ils peuvent voir s'il y a peut-être une des prévisions qui est vraiment au-dessus de tout. Ils peuvent tenir compte de ça. Mais c'est très important. Quand vous dites on le fait et ça part vers des professionnels. Dans ce cas-ci, ici, Oui. ce lundi, ce mardi-là, ces différents scénarios circulaient? Oui, oui. La direction du service hydrologique wallon a refusé notre proposition d'interview. Ouais. Un refus qui vaudra d'ailleurs pour tous les services de la région wallonne, malgré nos relances et insistances. Priorité, nous dira-t-on, aux convocations de la commission parlementaire. Alors on s'est débrouillé, avec des documents et quelques confidences. Le lundi, le service hydrologique a donc des prévisions pluie inquiétantes pour la semaine. Il reçoit en outre une prévision inondation alarmiste d'un programme hydrologique européen, l'EFAS. Il est 11h27. Il y a une chance sur 2 d'avoir cette semaine sur l'Ourthe une crue comme on n'en voit que tous les 20 ans. Cette précision géographique ne retient pas l'attention. Début d'après-midi, quand le service hydrologique de la région wallonne envoie un avertissement au centre de crise régional à Namur, c'est sur base de l'alerte pluie de l'IRM. Il prévient. Si ces prévisions se confirment, elles pourraient avoir des conséquences significatives sur de nombreux cours d'eau. La mise en garde concerne toute la Wallonie. L'Ourthe et sa région mentionnées dans l'alerte EFAS n'apparaît plus spécifiquement. Comme le veut la procédure, cet avertissement inondation est rapidement relayé par le centre régional de crise vers les 5 gouverneurs de province, puisque toute la Wallonie est concernée, et vers les zones de secours. Mais comme il est très général, il ne va pas attirer particulièrement l'attention dans la vallée de la Vesdre. Daniel Baclen est le bourgmestre de Chaudfontaine, dans le bas de la vallée, juste avant Liège. Chaque année, il y a des menaces de débordement, on le sait. Et donc, nous nous attendons effectivement à quelques débordements, notamment sur l'avenue des Thermes, au fond des Cris et dans certains endroits de la commune où les débordements sont assez classiques. Valérie Desjardins est bourgmestre de la commune de Limbourg. Il y a 6 semaines, ici on ne voyait plus la Veste, on ne voyait à plus... quelques kilomètres sous le barrage de Peine. Le lundi, Dans notre commune, le service des travaux essaye de vider tous les avaloirs, puisque quand on sait qu'il y a des fortes pluies, les avaloirs sont difficiles à suivre, va quand même nettoyer certains petits ruisseaux qui posent aussi problème en cas de forte pluie. Donc on sait effectivement que ça risque de poser quelques problèmes dans le centre de Delain. mardi, le service hydrologique wallon va renvoyer 2 fois son avertissement, le matin et en fin d'après-midi. Mais le centre régional de crise y voit le même niveau de mise en garde que la veille. Lui ne relance pas ses avertissements. Sur le terrain, on peut malgré tout consulter le site InfoCru du service hydrologique. Il est accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, certains le font le mardi soir. Mais là non plus, pour la vallée de la Vesdre, rien de spécial n'attire l'attention. Fabien Beltran est le bourgmestre de Traux, dans la seconde partie de la vallée, juste avant Chaudfontaine.
J'ai le réflexe d'aller sur le site Infocru de la région wallonne. Je crois qu'il est 21h30, 22h quand j'y vais le 13. Et je vois Vesdre et ses affluents, 70 cm à 1,30 m, qui sont des cotes vaguement normales pour la Vesdre quand il pleut. Et donc, grosso modo, la nuit du 13 au 14, moi je vais me coucher un peu apaisé en me disant, voilà, ça va. Pendant ce temps-là, au barrage de Peine, dont on va beaucoup parler par la suite, on a repéré les prévisions de pluie importantes pour la semaine. Et on s'est posé la question. Faut-il relâcher de l'eau pour faire plus de place? Le barrage a une capacité totale de 25 millions de mètres cubes d'eau. Il lui est imposé d'en avoir 3 millions de libres pour retenir les eaux de gros orages éventuels. On vérifie. Près de 6 millions de mètres cubes sont libres, le double de ce qui est prévu. Une marge dont on se dit qu'elle suffira. On ne bouge pas. Dans la nuit de mardi à mercredi, les pluies intenses, on les voit sur les pluviomètres, s'enclenchent dans les vallées de la région de Lourdes et de la Vesdre. L'eau monte dans les rues de Spa, Esneux, Theux. Et sur la Vesdre, l'eau dévale déjà dans celle de Traux. À 23h30 minuit, quelque chose comme ça, on sonne chez moi à la porte et de ma chambre, je vois des lumières bleues et c'était le policier qui était devant la porte justement qui m'annonce qu'ils ont eu des appels de riverains signalant que dans certaines rues en pente, il y avait des tacs qui avaient sauté. Assez rapidement, il me rappelle en me disant, écoute, c'est la cata, il y a vraiment des cascades d'eau qui dévalent dans les rues en pente, il faut rappeler du monde et donc, tant bien que mal, on essaye de rejoindre la commune pour pouvoir se rendre compte de ce qui se passe. Donc en faisant tout un tour, et on est descendu par Aulne, Nessonvaux, on a vu que l'eau débordait, ruisselait sur les rues descendantes, et on a réussi à arriver au service travaux, où là on a rappelé du monde et on a commencé à faire des sacs de sable. Pourquoi? Parce qu'on avait des gens qui nous demandaient des sacs de sable, on a embarqué des sacs de sable dans des voitures, des camions, et on a commencé à les distribuer des sacs de sable un peu partout, dans la nuit. Ça. Au lever du jour, le mercredi 14 juillet, c'est le branle-bas de combat. À 6h01, le service hydrologique de la région wallonne s'affole et lance, sans même passer par la phase de préalerte, une alerte inondation pour la Vesdre et ses affluents. Au même moment, 4 communes liégeoises, Spa et Esneux notamment, se sont déjà organisées dans la nuit en cellules de crise. Plusieurs de leurs rues sont sous eau. Alors le gouverneur de Liège, en fait son bras droit, Catherine Delcourt, parce que lui est en vacances, décide d'ouvrir, et il n'est pas encore 8 heures, une cellule de crise provinciale pour coordonner l'aide qu'il faudra fournir aux communes. Sont convoqués pompiers, police, parquet général, procureur, commandant militaire, protection civile. À 9h13, la phase de crise provinciale est officiellement déclenchée. Et à partir de ce moment-là, c'est le centre de crise provincial qui prend la main et toutes les demandes d'intervention doivent passer par le centre de crise provincial. Le centre de crise provincial va travailler non-stop pendant 3 jours. Pourtant, sur le terrain, à cette heure-là, mercredi en matinée, on a cru à l'accalmie. On s'est dit, c'est une pluie, les ruisseaux ont débordé, la Vesdre ne bouge pas trop, elle est haute, mais c'est bon. Pour tout vous dire, vers 9-10 heures du matin, on commençait déjà à nettoyer les rues de la première vague. Mais les pluies intenses vont rester sur la région pendant 2 jours encore. D'une part, on a de l'air chaud qui remonte de Méditerranée, qui est très humide. Et d'autre part, on a de l'air froid qui vient de la mer du Nord et qui est aussi très humide. À leur rencontre, il va pleuvoir beaucoup. Et malheureusement, ce front de pluie va être happé et maintenu sur place par un phénomène météorologique observé ces jours-là sur la frontière belgo-allemande, la fameuse goutte froide. Et ça explique le fait que cette perturbation est restée pendant 3 jours sur une même région, alors que d'habitude, ça passe seulement en quelques heures. Sur la Vesdre, ça évolue à toute vitesse. À Peup-Inster, dès la mi-journée,
À midi 12, sur Pépin-Serre, on ne savait déjà plus évacuer certaines personnes. Nous avions 6 personnes qui étaient, je dirais, complètement isolées. Le centre de crise provincial tente d'anticiper, mais tout évolue, d'heure en heure. À 12h34, nous avons reçu de la cellule provinciale, alors que nous ne pouvons déjà plus évacuer, on réfléchit au périmètre d'évacuation. Alors là... En matinée, le centre de crise provincial avait reçu les premières informations du barrage de Penne. Durant ces heures-là, celui-ci retient toutes les pluies qui y tombent. Mais l'eau monte vite. Il va falloir en laisser passer une partie. On pense à ce moment-là au barrage que laisser filer 45 mètres cubes d'eau par seconde suffira. Nous ne faisons pas vraiment de notre inquiétude, bien sûr, quant aux conséquences du délestage qui est annoncé. On annonce le délestage. Et la réponse, le bassin entre Limbourg et Verviers va absorber le choc et vous ne devez pas vous inquiéter. Le service hydrologique wallon est formel, en effet. Si le barrage relâche 45 mètres cubes d'eau par seconde, comme il le demande, seules les 3 premières communes au pied du barrage en subiront les effets. Au-delà, l'eau supplémentaire se sera dispersée dans une Vesdre qui s'étale déjà un peu partout. Seules ces 3 communes-là, Eupen, Ballonne et Limbourg, se voient donc incitées à évacuer. À 13h36, on reçoit un mail de la cellule de crise provinciale qui nous demande pour 17h30 d'avoir un maximum de personnes en dehors de cette zone où l'eau peut monter. Comment procède-t-on à l'évacuation ? La première chose, un message Facebook. La deuxième chose, la police qui va faire du porte-à-porte avec les services communaux. La troisième chose, on passe dans les rues avec un mégaphone pour informer la population. Et la quatrième, voilà, les personnes qui sont dans le centre de crise téléphonent aussi à des personnes qu'elles connaissent dans les rues en leur disant voilà, vous devez évacuer, faites le message auprès de vos voisins. C'est vraiment important pour votre sécurité et la sécurité des personnes qui vont peut-être devoir évacuer dans l'urgence plus tard. En aval de ces 3 communes, sans consigne d'évacuation venue de plus haut, on se fie à ce qu'on voit sur le terrain. À Verviers, par exemple, en fin d'après-midi, on met en garde. Dès à présent, les gardiens de la paix sont sur le terrain et font du porte-à-porte pour expliquer qu'il y a, en cas de nécessité, des solutions de relogement d'urgence. Mais on n'appelle pas à évacuer. En début de soirée, l'appel provincial à évacuer sera pourtant élargi à quasiment toutes les communes de la vallée. Mais pas, nous dira-t-on, par crainte de pluies plus importantes ou de sortie d'eau du barrage, mais pour aider les communes à agir là où c'est le cas un peu partout en fin de journée, des personnes en danger refusent de quitter leur logement. Parce qu'en effet, les communes pouvaient agir seules, sans attendre l'ordre du gouverneur, si elles estimaient qu'il fallait évacuer. Chaudfontaine, par exemple, tente dès le début de l'après-midi d'évacuer un maximum de personnes. Le centre provincial est simplement venu en appui pour aider à la réquisition d'un matériel de plus en plus lourd. L'évacuation peut se faire à certains moments par les camions communaux et les camions pompiers. Et puis très vite, nous lançons un appel aux camions de l'armée. Mais très vite, les camions de l'armée eux-mêmes considèrent qu'ils ne peuvent plus passer. Et à ce moment-là, nous demandons aussi l'aide de camions de carrière qui, eux, vont pouvoir travailler plus longtemps. Et puis nous demandons aussi l'utilisation des bateaux. Et là, nous n'obtiendrons pas le matériel qui était nécessaire pour réaliser des évacuations. Partout, en effet, on nous le dira 100 fois, les moyens pour faire face à la montée des eaux sont dépassés. Et pour les habitants, c'est même tout ce qu'on croit savoir des inondations qui est dépassé. Cet habitant de Traux va se fier à son expérience et à celle des anciens, et il va s'en mordre les doigts. Ma mère qui est en vacances en France m'envoie un message pour me demander de mettre les voitures à l'abri.
parce qu'elle entend que l'eau va monter, etc. Évidemment, pour moi, les voitures sont déjà à l'abri. Elles sont ici devant le bâtiment. On n'a jamais eu d'eau. L'eau, quand elle sort au fond de la rue, vraiment au quart de la rue, au tiers de la rue peut-être. Par acquis de conscience, il va quand même déplacer les voitures. Je les mets vraiment au bord du pont. Elles sont beaucoup plus haut que la rue, 2-3 mètres plus haut peut-être. Et là, je me dis qu'elles sont vraiment à l'abri. Bon, en voyant l'eau sous le pont qui commence à raser le bas du pont, je les recule encore dans la rue de 20, 30, 50 mètres. Mais rien n'y fera. Le lendemain matin, je vois la voiture de ma mère, qui est très reconnaissable, c'est une Corsa rouge, arriver devant la maison. Et elle s'est remplie d'eau, et au bout d'une heure, tout doucement, elle s'est déportée, elle est partie dans la Vesdre. Et c'était vraiment inimaginable. Mercredi, fin d'après-midi. Les pluies ont repris et sur la Vesdre, de violents orages vont s'y ajouter. Le relevé qui sera fait des pluviomètres est sidérant. Pour ces 3 jours de pluie, la semaine de mi-juillet, partout en Wallonie, on reste sous les 150 mm, donc 150 litres d'eau par mètre carré en 3 jours. C'est déjà énorme. C'est l'équivalent de ce qui tombe en 1, voire 2 mois habituellement. Mais sur la Vesdre, c'est pire. Pluviomètre de bâtisse, 162 litres de pluie en 3 jours. À Ternel, en amont du barrage de Penne, 207 litres au mètre carré. Au Montrégui, 211 litres. Spa, 228 litres. Jalais, 288 litres d'eau au mètre carré. C'est un véritable déluge qui s'abat, orage après orage, sur le bassin de la Vesdre. Une zone de 700 km² où, quand il pleut, l'eau file d'une manière ou d'une autre vers la Vesdre. Dans chacune des communes, police, pompiers, personnels communaux courent de priorité en urgence. Le contact avec le centre de crise provincial, où le lien est fait entre pompiers, police, armée, protection civile, est maintenu vaille que vaille. On est dans une crise qui dépasse un peu tout ce qui a existé jusque-là. Très vite, on n'a plus d'électricité. Très vite, les réseaux sont coupés. Donc la communication est quand même très compliquée. Mais durant la nuit, à chaque demande qu'on a émise au centre de crise provinciale, on a une réponse. Mais les demandes des communes affluent. Dans ces premières heures, la cellule provinciale s'active, mais peine à suivre. Le plafond nuageux était très bas. Aucune possibilité de venir avec des hélicoptères qu'on appelait, et on disait voilà, ils ne peuvent pas décoller. Aucun bateau. En d'autres termes, nous étions abandonnés à nous-mêmes. C'est à la minute qu'il nous fallait l'aide. Et quand on vous dit on va essayer de trouver quelque chose et que 4 heures après on vous dit j'ai peut-être trouvé quelque chose et que 4 heures après on vous dit ça va, je l'ai, mais c'est écoulé 8 heures. Mais nous, en 8 heures, on avait déjà abattu du travail, on avait déjà été chercher de l'aide d'ailleurs. Alors je ne l'ai pas refusée, c'était de la loin de là, je l'ai prise. Mais on a dû, dans un premier temps, pour aller au plus vite, passer par nos moyens personnels et nos relais personnels. Ce sont les cultivateurs locaux et les entreprises de terrassement locales qui ont procédé aux évacuations. Beaucoup se mobilisent, mais aucun moyen ne suffit vraiment. La protection civile est pourtant là dès les premières heures. Mais ce ne sont plus aujourd'hui que 140 professionnels côté francophone, contre près du double avant la réforme de 2019. Et c'est aussi peu de matériel. 3 bateaux, par exemple, dont l'équipement ne conviendra pas. Il était très difficile d'intervenir le 14 tellement le courant était violent. On ne va pas mettre en danger la vie des personnes que l'on doit sauver si elles sont plus à l'abri au premier étage. À de nombreux endroits, on ne pouvait pas mettre les bateaux à l'eau. On demande aux pompiers qui ont des bateaux, mais c'est des bateaux à 25 chevaux, donc c'est des bateaux qui ne sont pas suffisamment puissants pour affronter le flux
et la force de l'eau, mais il y a aussi le fait que la rivière charrie des voitures, des caravanes, des troncs d'arbres, et donc les conditions d'évacuation sont extrêmement difficiles. Ce sera pendant des heures interminables, sous une pluie permanente, des sauvetages à haut risque. Et ce drame, avec des sauveteurs pompiers gantois, à Pepinster. Il y a 5 sauveteurs qui sont avec leur bateau, vont chercher 3 personnes qui étaient évidemment inévacuables par un autre moyen que celui-là, mais le courant était très 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 fort et ils parviennent à les prendre dans leur embarcation et l'hélice a été bloquée par des déchets et ils ont été s'encastrer dans un pont. 2 se sont accrochés à la grille et les autres sont passés sous le pont, engloutis, et les 3 malheureux citoyens ne sont jamais remontés et on les a retrouvés plus bas dans la vallée. L'armée, la police, les pompiers, personne ne voulait que j'autorise les jet skis à aller chercher des gens. Hein. On me dit, monsieur le bourgmestre, c'est votre responsabilité. Si ces gens meurent, c'est votre faute. J'ai dit, écoutez, je suis désolé, mais si on ne va pas les chercher, on va avoir des drames, quoi. Et donc, je les ai autorisés, ils y sont allés, ils ont sauvé pas mal de gens. Mais voilà, l'eau commençait à redescendre, mais ils ont eu beaucoup de mal, hein. Beaucoup de mal. Et pourtant, on sait que le jet ski, c'est puissant. Hein. Pour le débit de la rivière, on a des chiffres, ou plutôt des estimations, parce que les appareils de mesure seront tous fracassés ou emportés au fil de la journée. Là où la Vesdre, en juillet, c'est une dizaine de mètres cubes d'eau par seconde de débit, on ira durant ces 2 jours-là jusqu'à 650 mètres cubes d'eau par seconde, 60 fois le débit normal. Là où la Vesdre fait 20 mètres de large, elle en fera 150 à certains endroits. Une fois la nuit tombée, les équipes communales sont donc face à une situation cataclysmique. Il faut imaginer un torrent d'eau qui entoure les maisons, un torrent avec un bruit très très fort, avec des alarmes qui sonnent partout, avec des GSM qui ne fonctionnent plus, avec une panne de courant, donc dans l'obscurité toute la nuit du mercredi au jeudi. Donc des conditions extrêmement difficiles. Mes hommes qui sont de la région cherchaient une route pour pouvoir traverser la vallée, parce que où les ponts étaient abîmés, où les routes étaient inaccessibles, donc il fallait faire des détours. Ce qui d'habitude mettait 20 minutes pour aller d'un point à l'autre, là vous mettiez au moins 2 heures. Donc c'était vraiment apocalyptique. L'armée elle-même, dont quelques dizaines d'hommes ont rejoint la vallée rapidement, s'incline face aux éléments. Les militaires sont arrivés à 22h, je suis resté quasiment en contact avec eux minute par minute. Et ils me disaient au fur et à mesure de la nuit que ça devenait de plus en plus critique. Et à 4h du matin, je me rappelle très bien, le lieutenant que j'ai eu au téléphone, je pense que c'était quelqu'un du génie d'armée, mais je ne suis pas certain, m'a dit, écoutez, monsieur Beltran, c'est impossible pour nous de continuer d'être sur place, on ne saurait rien faire. Les flots sont trop hauts, l'eau est trop puissante, on a détruit nos bateaux, on risque nos vies et celles des gens potentiels à les sauver. Et donc, à 4h du matin, l'armée a fait demi-tour. Okay. Bonjour, monsieur le bourgmestre. Au dispatching de la protection civile, on a compris au fil des heures que l'intensité de la crue allait dépasser tous les efforts entrepris. Oui, j'entends bien, monsieur le bourgmestre, mais... Des gens ont téléphoné, c'était toute une rue. J'avais tous les numéros. À Traux, j'avais le 130, 132, 134, 136. Les gens ont téléphoné les uns après les autres en demandant de l'aide. En principe, les particuliers n'arrivent jamais chez nous. Mais cette nuit-là, on a eu un nombre incroyable d'appels à l'aide. On a compris plus tard qu'une personne avait mis sur Facebook notre numéro de téléphone en disant « Là, on décroche et on va vous envoyer de l'aide ». Quand vous avez des appels à l'aide et que vous dites « Montez au premier étage » et on vous répond « Mais on habite dans un bungalow, on n'a pas de premier étage ».
écoutez, on va faire le maximum, on viendra le plus vite possible, on prend note, on vous demande d'avoir beaucoup de courage, mais je ne peux pas vous garantir du délai de notre intervention. À Liège, chez le gouverneur, à 22h30, le centre de crise provincial est recontacté par le barrage de Penne et comprend que la situation cette fois-ci est critique. Le barrage est à saturation. Impossible de laisser encore monter l'eau sans le mettre en danger. Le barrage de Penne n'est pas un barrage prévu pour servir de bassin d'orage. C'est la réserve d'eau potable de la région. Mais au début de la semaine des 14 et 15 juillet, il n'est pas rempli. Il a encore de la place pour environ 5,6 millions de mètres cubes d'eau. Le niveau d'eau est 5 mètres en dessous de sa jauge maximale. Durant la nuit de mardi, les premières pluies intenses tombées sur et autour du barrage ont pu être entièrement retenues. Mais l'eau est montée d'1 mètre. Il en reste 4. Après l'accalmie du mercredi en matinée, les pluies reprennent. Et à 16h, le niveau d'eau dans le barrage est encore monté. Il ne reste plus qu'1 mètre de sécurité. Le barrage veut éviter d'arriver à saturation. À partir de 18h45, il augmente progressivement la quantité d'eau qu'il relâche dans la vallée. 15 mètres cubes, 25, 35, et puis finalement 45 mètres cubes d'eau par seconde. Il est 21h30 et le barrage espère pouvoir s'en tenir à cette quantité-là. Mais les pluies torrentielles ont repris sur le plateau Fagnard. Et à 22h30, le niveau du barrage atteint son maximum. Relâcher 45 mètres cubes ne suffit plus. Il faut laisser s'échapper l'eau qui tombe encore dans le barrage et pourrait le faire déborder. Par son déversoir, sa soupape pour éviter le trop-plein, le barrage laisse filer l'eau qui rentre. Un pic de 195 mètres cubes d'eau par seconde sera atteint pendant quelques minutes, vers 2h30, avant de rediminuer. Dès 23h, dans la nuit de mercredi à jeudi, on sait donc au centre provincial de crise que les heures qui arrivent seront particulièrement difficiles. À minuit, demande est faite à la protection civile d'enclencher le plan d'entraide européen. C'est la première fois que la Belgique fait appel à ce mécanisme européen. D'habitude, c'est nous qui allons aider les pays voisins. Et donc, à minuit, la demande a été lancée et la réponse devait être faite au plus tard pour 2h du matin. Et à 1h30, on avait une réponse de la sécurité civile française qui allait venir avec des moyens et un hélicoptère qui serait dès 8h du matin à Bierzée. Et puis les Italiens ont répondu et les Hollandais. À cette heure-là, à Limbourg, une des premières communes sur la Vesdre, on ressent une de ces vagues évoquées par de nombreux témoins. L'eau, en 1 minute ou 2, remonte de 40, parfois de 80 cm. Moi, j'ai des témoignages de personnes qui ont été sinistrées, qui habitent depuis 50 ans de leur maison, qui n'ont même jamais eu de l'eau dans les caves. Et il y avait une violence terrible, une force terrible de l'eau vers 2h du matin. Cette montée des eaux, à Limbourg, à cette heure-là, c'est l'eau des orages torrentiels du milieu de la nuit, avec, en effet, la partie que le barrage ne peut plus retenir. Mais pour d'autres vagues décrites, ce n'est pas le cas. Ce témoin-ci, par exemple, en évoque une à Pepinster. C'était moi qui étais sur le toit. Le mercredi après-midi, quand le barrage ne relâche encore rien. Je suis allé dans la cuisine prendre une tasse de café et j'ai eu comme un dinosaure qui est venu dans ma fenêtre, m'a fait ravaler la tasse, je me suis brûlé le café chaud avec du lait et c'est là qu'on a vu que l'eau est montée d'1,50 m. D'autres témoins ont bien observé une vague la nuit où le barrage a relâché l'eau. Mais sur la Hogne, par exemple, qui ne dépend pas du barrage. Le phénomène est connu des hydrologues. Un orage violent peut provoquer une brusque montée des eaux. Et pour cette vague-là, sur la Hogne, le voici, conservé en mémoire par le pluviomètre de Jallet. De 21h à minuit, 40 litres d'eau par mètre carré sur le bassin de la rivière.
Et il y a encore un autre phénomène qui peut entraîner des vagues d'eau. C'est ce que les spécialistes appellent l'embâcle. Un obstacle se forme à cause des débris dans un repli de la rivière ou contre un pont. L'eau s'accumule et quand ce barrage de fortune cède sous la pression, la poche d'eau s'en va d'un bloc, comme une vague. Il se peut que ce soit un tout petit barrage, avec une petite accumulation. Il y a un petit lac de la rivière, formé par la rivière elle-même, qui cède. Un autre barrage en aval, sans cette force, et cède alors qu'avant, il était resté stable pendant quelques heures. Est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un voit l'effet de cette vague d'eau plusieurs kilomètres en aval? Oui, ça pourrait expliquer en tout cas l'effet de vague et de bruit qu'il y a eu pendant cette nuit. Par moment, c'était probablement ce genre de vague, de cascade qu'ils ont entendu. Mais pendant quelques heures, au cœur de la nuit, et c'est incontestable, le barrage, une fois rempli, a dû laisser passer les pluies qui tombaient sur sa zone. Nous cherchons à évaluer l'influence que cela a eue sur les inondations dans la vallée. Nous affichons le bassin versant de la Vesdre, c'est-à-dire la zone géographique où les pluies descendent vers la Vesdre. Le voici, 703 km². Tout ce qui tombe là roule dans la Vesdre, par les ruisseaux et les rivières. Il y en a 45 sur l'ensemble de la vallée. Ces 2 jours-là, il a plu à torrent sur toute cette zone. Que pouvait retenir le barrage de tout cela? Nous affichons sa zone à lui, son bassin versant. Le voilà, 106 km². 1/7 du bassin total, ce n'est pas rien. Mais de toutes les pluies qui sont tombées ailleurs, le barrage ne pouvait rien retenir. Jeudi, au lever du jour, les pluies sont toujours intenses, mais les orages locaux ont cessé. Le barrage reprend petit à petit la maîtrise de ce qu'il relâche. Pour les équipes communales sur le terrain, la situation reste pourtant dramatique. Moi, je me rappelle surtout du jeudi, quand on se rend compte et qu'on voit l'étendue des dégâts, on le dit, on a l'impression d'être dans un mauvais film. C'est tellement surréaliste qu'on se dit, à un moment donné, c'est pas possible. Enfin voilà, on se croit dans un film de guerre. Le centre de crise provincial organise et envoie les moyens disponibles. De trop faibles moyens au regard des besoins. Mais de toute façon, quand l'eau est redescendue, 2000 maisons à évacuer, ça fait, je sais pas moi, il y avait 4700 personnes touchées. Comment est-ce que vous voulez évacuer 4700 personnes alors que vous êtes peut-être 20 ou 30 sur place et que l'administration elle-même était détruite? On n'avait plus d'hommes, plus de véhicules, plus rien. On a vécu l'enfer. Hein. Les gens étaient là, ils ont presque à un moment donné dû se débrouiller par leurs propres moyens pour évacuer parce que nous, on n'avait plus rien et pas de moyens extérieurs ou très peu de moyens extérieurs qui venaient. C'est frustrant, même 2 mois après, 1 mois et demi après, j'en ai des frissons. On a tous vécu ça de manière extrêmement dramatique. Hein. Jeudi, pourtant, sur la Vesdre, le plus gros des intempéries est passé. L'inquiétude s'est déplacée vers Liège. L'eau y frôle le dessus des berges. Le centre de crise provincial envisage, à la mi-journée, de faire évacuer les quais et les rues avoisinantes. Pour éviter l'inondation, une seule possibilité, laisser l'eau s'écouler plus vite en ouvrant au maximum en aval de la ville le pont-barrage de Montsaint. Mais celui-ci est en travaux. 4 de ces 6 vannes ont été mises au sec par des parois métalliques pour un chantier d'entretien. L'eau n'a qu'un tiers de la largeur du fleuve pour passer. Ça ne suffira pas. Il faut sauver la ville. L'ordre est donc donné de faire sauter le chantier pour laisser passer l'eau sur toute la largeur du fleuve. L'entrepreneur s'exécute, le chantier est noyé, tout sera à refaire, mais l'eau s'échappe maintenant massivement, à 3000 mètres cubes secondes. Ça passe, la ville ne sera pas inondée. Vendredi, retour sur la Vesdre. Les sauveteurs et les équipes communales émergent enfin, épuisés, groggy.
on se rend compte de l'immensité des dégâts. Tous les rez-de-chaussée ont été balayés, emmenés dans la Vesdre. C'est pas une eau qui monte simplement, hein. C'est une eau qui vient chercher tout. Et donc il y a une détresse immense. Ça vous frappe dès le vendredi? Oui, dès le vendredi. Dès le vendredi, on sent véritablement que c'est effroyable, en fait. À ce moment-là, le vendredi, c'était l'organisation. Comment est-ce qu'on organise les choses? Comment est-ce qu'on met en place tout ce qui est aide psychologique, aide alimentaire, aide pour vider les domiciles des gens, aide pour réorganiser la circulation? Nous n'avons pas eu de victimes à la bourre directe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a permis de rester assez serein par rapport à la gestion globale des choses. Dès que les routes devenaient praticables, j'ai réquisitionné l'ensemble des entrepreneurs locaux pour qu'on puisse évacuer au plus vite, pour qu'on retrouve, je dirais, vraiment de l'espoir pour les personnes. Et heureusement, il a fait beau pendant les quelques jours qu'on suit. Il y a des gens qui ne voulaient pas sortir de chez eux dans certains quartiers, comme le quartier de la Fendrie. Jusqu'à 7 jours après, on a dû envoyer les pompiers et l'armée aller chercher des gens qui ne voulaient pas sortir de chez eux en leur disant « Écoutez, vous ne devez absolument pas rester là-bas ». On avait des doutes sur la stabilité de tout un tas de bâtiments. Il y a des gens qui ne voulaient pas sortir de chez eux. L'onde de choc de cette nuit-là persiste encore. Nous le constaterons des semaines après la catastrophe. Actuellement, quand il pleut, je ne dors pas bien, mes concitoyens ne dorment pas bien non plus. Quand on annonce de l'orage, on vérifie tout ce qu'on peut vérifier. Dès qu'il pleut beaucoup, on est en alerte. Maintenant, on organise les choses. Les personnes, on organise des équipes qui sont rappelables, on organise des choses pour voir comment la Vesdre remonte, pour voir comment le barrage monte. Mais ce n'est pas une situation qui est vivable sur le long terme non plus. Le sentiment d'avoir dû se battre seul subsistera longtemps dans les communes sinistrées de la Vesdre. Rien dans les plans de secours qui ont pourtant été activés, dans les moyens disponibles qui ont été mobilisés, dans les aides spontanées observées partout dans la vallée. Rien n'était dimensionné pour un déluge comme celui de cette nuit-là. Un déluge à n'envisager que pour dans 200 ans, pensaient les prévisionnistes. Une certitude qui s'est écroulée cette semaine-là, de la mi-juillet 2021, sur la Vesdre. Quelqu'un me disait, regarde la Vesdre et les murs de berge. Ils ont été construits, je ne sais pas, il y a peut-être 100 ans, 150 ans, de manière telle à contenir la rivière. Et ici, on est monté 2,50 m à 3 mètres au-dessus. Et c'est ça le souci. C'est que je pense que tout le monde, au début, partout, s'est dit, c'est une inondation comme on a déjà vécu 10 000, quoi. Mais non, c'était pas ça du tout. Hein. Alors, est-ce qu'on est coupable? Est-ce que quelqu'un est coupable de ne pas avoir prévu l'exception? C'est la bonne question. Investigation, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, à l'occasion des 25 ans de la Marche Blanche, nous vous proposerons un document inédit consacré à l'affaire Dutroux, avec des images jamais diffusées et des témoignages bouleversants qui retracent le combat des parents et des victimes rescapées. D'ici là, si vous avez des questions et des suggestions, une seule adresse, investigation@rtbf.be. Et vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Excellente soirée sur La Une, à bientôt.